Un instant on se sent en sécurité, et l'instant d'après, la police est en route. Enfin, c'était ce que je ressentais. Le café était de nouveau froid. C'est comme ça que j'ai su que Julia me trompait. Pas à cause des nuits tardives au bureau ou des appels téléphoniques mystérieux qu'elle prenait dans la salle de bain, mais parce qu'elle avait cessé de faire du café frais le matin. Pendant 15 ans, ma femme avait été religieuse à propos de cette fichue cafetière. Maintenant, elle restait là comme un monument à notre mariage mourant, brassant la déception d'hier. Je m'appelle Mark Dyson et j'ai 43 ans. Je travaille dans la sécurité informatique, ce qui signifie que je passe mes journées à protéger les secrets des autres tout en étant complètement inconscient de ceux qui pourrissaient dans ma propre maison. L'ironie ne m'échappait pas, surtout pas à 7h30 un mardi matin quand je fixais du rouge à lèvres sur le col de Julia qui n'était définitivement pas sa couleur. « Tu es debout tôt », dit-elle, entrant dans la cuisine avec l'assurance de quelqu'un qui possède le monde. Julia avait toujours été magnétique, le genre de femme qui pouvait entrer dans une pièce et donner à tout le monde l'impression d'être des personnages secondaires dans son drame personnel. À 40 ans, elle faisait encore tourner les têtes, attirait toujours l'attention. Me faisait encore sentir comme le plus chanceux des salauds. Ou du moins, elle le faisait avant. Je n'ai pas pu dormir, marmonnai-je, vidant le café froid dans l'évier. Grande présentation aujourd'hui. Elle n'écoutait pas. Elle était déjà en train de faire défiler son téléphone, ses doigts manucurés dansant sur l'écran avec l'urgence de quelqu'un dirigeant un orchestre secret. Son travail dans les relations publiques avait toujours exigé une communication constante, mais ces derniers temps, ces communications semblaient nécessiter beaucoup plus de rires et de sourires secrets que d'habitude. « Je serai en retard ce soir », dit-elle sans lever les yeux. « Dîner client. » « Quel client ?» La question resta en suspens comme de la fumée. Les doigts de Julia s'arrêtèrent de bouger pendant juste une fraction de seconde. Assez longtemps pour que quelqu'un de mon métier le remarque. Pas assez longtemps pour qu'un mari normal le capte. Vincent Strom, dit-elle finalement. Le gars du fonds spéculatif. Gros compte. Vincent Strom. J'avais entendu ce nom flotter dans notre maison ces 3 derniers mois, toujours accompagné des descriptions haletantes de Julia de sa richesse, de son influence, de sa vision de l'avenir. La façon dont elle prononçait son nom donnait l'impression qu'elle parlait d'une expérience religieuse plutôt que d'une relation commerciale. D'accord, dis-je. Le visionnaire. Elle leva les yeux alors, ses yeux verlançant des éclairs de ce qui aurait pu être de la culpabilité ou de l'agacement. Avec Julia, c'était toujours difficile à dire. Ne sois pas sarcastique, Marc. Ça ne te va pas. C'était l'arme préférée de Julia, me faire me sentir petit avec une précision chirurgicale. Elle avait perfectionné l'art au fil des ans, une mort par 1000 petites coupures. Le plus triste, c'est que ça marchait encore. Après son départ, je me suis assis dans notre cuisine impeccable, entouré des preuves de notre vie parfaite. Les comptoirs en granit pour lesquels nous nous étions disputés pendant 3 semaines. Les appareils électroménagers en acier inoxydable qui coûtaient plus que ma première voiture. Les photos de famille stratégiquement placées pour créer l'illusion du bonheur pour quiconque aurait pu regarder. Mais je regardais maintenant. Vraiment, je regardais, et l'illusion commençait à se fissurer. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon ami Deshawn. Vers ce soir. Tu as l'air d'en avoir besoin. Deshawn Martinez était un ancien flic qui avait quitté la police après 20 ans et trop de déceptions. Il dirigeait maintenant une petite entreprise d'enquête privée, principalement de la fraude à l'assurance et des conjoints infidèles. L'ironie de cette amitié était sur le point de devenir limpide. J'étais sur le point de lui répondre quand j'ai remarqué l'iPad de Julia posé sur le comptoir. Elle était partie si vite qu'elle l'avait oublié. Ou peut-être qu'elle était juste devenue négligente. Dans mon métier, la négligence était généralement le premier signe que quelqu'un était sur le point de se faire prendre. L'écran était toujours déverrouillé. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ensuite, mais je n'en ai pas honte non plus. Quand votre mariage est au bord du gouffre, vous vous accrochez à n'importe quel gilet de sauvetage que vous pouvez trouver, même s'il est fait de secrets des autres. Les messages étaient là, clairs comme de l'eau de roche et 2 fois plus éhontés. Une conversation entre Julia et quelqu'un répertorié comme « V », qui ressemblait à un mauvais roman à l'eau de rose écrit par quelqu'un avec des fonds illimités et une imagination limitée. J'ai hâte de te voir ce soir, l'endroit habituel. Toujours. Marc est tellement naïf.
Parfois je pense qu'il raterait une tornade si elle se produisait dans son propre jardin. Pauvre type. Encore mieux pour nous. Chambre 412. Parfait. J'apporterai le champagne que tu aimes. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots commencent à se brouiller. 15 ans de mariage. Et c'est comme ça que ça se terminait, moi découvrant que j'étais le pauvre type dans l'histoire d'amour de ma propre femme. L'endroit habituel, chambre 412. Je savais exactement où c'était. L'hôtel Grandview au centre-ville, le genre d'endroit qui coûtait 500 $ la nuit pour le privilège de prétendre que votre liaison était sophistiquée plutôt que sordide. Mes mains tremblaient alors que je prenais des captures d'écran des messages. Dans mon métier, on documente toujours tout. Les preuves d'abord, les émotions ensuite. C'était une leçon qui allait me servir mieux que je n'aurais pu l'imaginer. La porte d'entrée a claqué et j'ai failli sauter de ma peau. Emma, notre fille de 17 ans, a fait irruption dans la cuisine avec le genre de fureur juste que seuls les adolescents peuvent manifester avant 8 heures du matin. Où est maman, a-t-elle exigé. Au travail, ai-je dit en refermant l'iPad. Réunion tôt. Emma m'a jeté un regard qui suggérait qu'elle n'y croyait pas. Ma fille avait hérité de l'intelligence de Julia et de ma propre obstination, une combinaison qui la rendait presque impossible à duper. Elle a eu beaucoup de réunions tôt ces derniers temps, a-t-elle dit. Les affaires vont bien, n'est-ce pas? Emma a attrapé une pomme dans le saladier et s'est dirigée vers la porte. Papa, tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas, de choses? La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Depuis combien de temps Emma savait-elle? Depuis combien de temps tout le monde le savait-il, sauf moi? Je sais, ma puce. Merci. Après son départ, je me suis assis seul dans ma cuisine parfaite, entouré des débris de ma vie parfaite, et j'ai essayé de comprendre ce que diable j'étais censé faire ensuite. C'est là que mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô, Mark Dyson. La voix était féminine, nette, avec le genre d'autorité qui suggérait qu'elle était habituée à être obéie. Oui, nous devons parler. Coin de Haie Cédar, dans 1 heure. Venez seul et apportez un carnet. Vous voudrez noter ça. La ligne est devenue morte. J'ai fixé mon téléphone, l'esprit en pleine course. En l'espace de 30 minutes, mon monde entier avait basculé de son axe. Ma femme me trompait. Ma fille en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. Et maintenant, une inconnue me convoquait à des réunions clandestines comme si je vivais dans un roman d'espionnage. La chose intelligente aurait été d'ignorer l'appel, de confronter Julia directement, de gérer cela comme une personne normale traversant un divorce normal. Mais comme j'allais l'apprendre, rien de normal n'attendait. Le coin de la 8e rue et Cédar n'avait rien d'extraordinaire. Un parking desservant le quartier des affaires, le genre d'endroit où les personnes importantes se rencontrent quand elles ne veulent pas être vues comme importantes. Je me suis assis dans ma Honda Civic, me sentant ridicule et paranoïaque à parts égales, quand une Mercedes noire s'est arrêtée à côté de moi. La femme qui en est sortie avait l'air d'être tirée de la couverture d'un magazine économique. La quarantaine, cheveux argentés, tirés en un chignon parfait, vêtue d'un tailleur qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un mois. Elle se déplaçait avec le genre de confiance qui vient du fait d'avoir plus d'argent que Dieu et moins de scrupules que le diable. Elle s'est glissée sur le siège passager sans invitation, apportant avec elle le parfum coûteux et une fureur à peine contenue. Evelyn Strom, dit-elle en me tendant une main manucurée. La femme de Vincent. Le monde bascula de côté. La femme de Vincent. La femme dont le mari prévoyait actuellement de rencontrer ma femme dans la chambre 412 de l'hôtel Grandview. Je sais ce que vous pensez, a-t-elle continué, s'installant sur le siège comme si elle en était propriétaire. Quelles sont les chances? Mais ce n'est pas une coïncidence, Marc. C'est du business. Du business? Votre femme couche avec mon mari. Ça fait 3 mois. Je suppose que vous l'avez compris maintenant, sinon vous ne seriez pas là. Sa franchise était comme une gifle. Pas de préambule, pas d'introduction douce, juste la vérité livrée avec une précision chirurgicale. Comment savez-vous pour, s'il vous plaît? Je connais le petit passe-temps de Vincent depuis des années. Il se croit discret, mais il est en fait juste prévisible. Les hommes riches le sont toujours. Elle a ouvert son sac et en a sorti une tablette. Julia n'est pas sa première, et elle ne sera pas sa dernière.
Mais elle pourrait être son erreur la plus coûteuse. Elle a fait défiler des photos sur l'écran. Julia et Vincent dans des restaurants que je ne pouvais pas me permettre. Julia et Vincent à des galas de charité auxquels je n'avais jamais été invité. Julia et Vincent se regardant comme elle me regardait autrefois, quand j'étais encore digne d'être regardé. La question, a poursuivi Evelyne, est ce que vous comptez faire à ce sujet. La divorcer, ai-je dit. Les mots sonnaient étranges dans ma bouche, comme parler une langue étrangère. Non. Sa réponse a été immédiate et non négociable. C'est exactement ce que vous n'allez pas faire. Du moins pas encore. Je l'ai regardé. Excusez-moi. Evelyne a de nouveau plongé la main dans son sac et a sorti un chéquier. Pas un chéquier ordinaire, mais un de ces carnets reliés en cuir que les banques donnent aux gens qui ont plus d'argent que de bon sens. Je vais vous faire un chèque, a-t-elle dit en cliquant sur son stylo. Un très gros chèque. En échange, vous allez rester marié à Julia pendant exactement 2 mois de plus. Vous allez faire comme si tout était normal. Vous allez sourire et jouer le mari dévoué pendant que je termine ce que j'ai commencé. Ce que vous avez commencé ? Détruire mon mari. Elle l'a dit comme si elle parlait de la météo. Vincent se croit intouchable. Argent ancien, argent nouveau, peu importe. Il croit que sa richesse le rend invincible. Je suis sur le point de lui prouver le contraire. Elle a écrit quelque chose sur le chèque, l'a déchiré et me l'a tendu. J'ai regardé le montant et j'ai failli m'étouffer. 10 millions de dollars. C'est insensé, ai-je réussi à dire. C'est un acompte. Jouez le jeu pendant 2 mois. Aidez-moi à recueillir les preuves dont j'ai besoin et il y aura 90 millions de plus d'où cela vient. 100 millions de dollars. Le chiffre était si grand qu'il ne semblait pas réel. Je gagnais un salaire décent dans la sécurité informatique, mais c'était une richesse générationnelle. C'était l'argent qui permettait de ne plus jamais travailler. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que Vincent est sur le point de tout perdre, et quand cela arrivera, il va paniquer. Les hommes paniqués prennent des décisions stupides. Si vous divorcez de Julia maintenant, il pourrait décider qu'il est temps de réduire ses pertes et de s'enfuir. J'ai besoin qu'il se sente en sécurité. Comme si sa petite liaison était toujours un secret. J'ai besoin qu'il reste exactement où il est pendant que je lui retire le tapis sous les pieds. Elle s'est penchée plus près, et j'ai pu sentir son parfum mêlé à autre chose. L'odeur métallique d'une rage à peine contenue. Mon mari a passé 20 ans à penser qu'il était plus intelligent que tout le monde. Il a volé des fonds de pension, manipulé les cours boursiers, détruit des vies pour le profit. La SEC enquête sur lui depuis 2 ans. Mais ils ne peuvent rien lui faire car Vincent est très bon pour couvrir ses traces, et vous allez les aider. Je vais l'enterrer. Son sourire était assez aiguisé pour couper du verre. Mais j'ai besoin de temps, et j'ai besoin qu'il se sente en sécurité. C'est là que vous intervenez. J'ai de nouveau regardé le chèque. 10 millions de dollars, plus d'argent que je n'aurais jamais rêvé d'en avoir. Quel est le piège ? Pas de piège. Juste une simple transaction commerciale. Vous vous taisez. Vous jouez le mari aimant. Et vous m'aidez à documenter chaque détail sordide de leur liaison. Dans 2 mois, vous serez riche. Vincent sera en prison fédérale. Et Julia sera exactement ce qu'elle mérite d'être. Seul et fauché. Et si je dis non ? Le sourire d'Evelyne a disparu. Alors vous divorcez de Julia. Vincent panique et fuit le pays avec tous les actifs qu'il peut liquider. Et vous passez le reste de votre vie à vous demander ce qui aurait pu être. Oh, et Vincent emmènera probablement Julia avec lui. Les hommes riches en exil ont besoin de compagnes. Et votre femme a prouvé qu'elle était très arrangeante. L'idée de Julia disparaissant dans un style de vie de playboy international pendant que je restais derrière pour expliquer à Emma pourquoi maman ne rentrait pas à la maison était presque aussi nauséabonde que l'affaire elle-même. 2 mois, ai-je dit. 2 mois et ensuite. Ensuite, vous prenez vos 100 millions de dollars et vous disparaissez ou vous restez et regardez le feu d'artifice. Votre choix. Elle a fouillé son sac une fois de plus et en a sorti une carte de visite. Elle était vierge, à l'exception d'un numéro de téléphone. Mémorisez-le, puis détruisez la carte. Lorsque vous serez prêt à commencer, appelez ce numéro. Quelqu'un vous donnera des instructions. Elle est sortie de ma voiture aussi doucement qu'elle y était entrée,
ne s'arrêtant que pour se pencher à la fenêtre. Oh, et Marc, ne déposez pas ce chèque avant demain. Je dois m'assurer que les fonds sont correctement arrangés. Elle est retournée à sa Mercedes, me laissant seul avec un morceau de papier de 10 millions de dollars et la réalisation grandissante que je venais d'accepter quelque chose qui allait soit me rendre riche au-delà de mes rêves les plus fous, soit détruire ce qui restait de ma vie. Je suis resté dans ce parking pendant 20 minutes de plus, fixant le chèque et essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ma femme me trompait avec un homme dont la femme venait de m'offrir une fortune pour l'aider à le détruire. C'était fou. C'était dangereux. C'était probablement illégal de façon que je ne pouvais même pas imaginer. C'était aussi la meilleure offre que j'allais jamais avoir. Je suis rentré chez moi hébété, le chèque me brûlant le portefeuille comme une matière radioactive. Julia était toujours au travail. Ou du moins, c'est là qu'elle était censée être. Pour ce que j'en savais, elle était déjà à l'hôtel Grandview, se préparant pour sa soirée romantique avec Vincent. La maison semblait différente quand je suis entré. Les mêmes meubles, les mêmes photos au mur, la même vie soigneusement orchestrée que nous avions construite ensemble. Mais maintenant, tout cela semblait être un décor pour une pièce pour laquelle je n'avais jamais auditionné. Mon téléphone a vibré, un SMS de Julia. Je vais rentrer très tard ce soir. Ne m'attends pas, j'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. Amuse-toi bien. Elle a répondu immédiatement. Merci, chérie. Je t'aime. Je t'aime. 2 mots qui signifiaient tout autrefois et qui ne signifiaient plus rien. Mais pendant les 2 prochains mois, je devais faire comme s'ils comptaient encore. Je suis entré dans mon bureau et je me suis assis devant mon ordinateur. Si je devais faire ça, j'allais le faire correctement. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à taper. Jour 1, opération revanche. Ça faisait du bien d'avoir un plan, même si ce plan impliquait de faire semblant que mon mariage n'était pas déjà mort et enterré. J'étais sur le point de devenir très riche, et ma femme était sur le point d'apprendre que certains secrets coûtaient plus cher que d'autres. Le jeu avait commencé. Le lendemain matin, j'ai déposé le chèque, 10 millions de dollars. Juste comme ça. Le directeur de la banque, un homme nerveux nommé Peterson, qui gérait mon compte depuis 5 ans, a failli s'évanouir en voyant le montant. Monsieur Dyson, c'est assez inhabituel. Peut-être devrions-nous discuter de quelques options d'investissement. Déposez-le simplement, ai-je dit, et gardez ça discret. À midi, l'argent était sur mon compte. 10 millions de dollars, là, comme une arme nucléaire déguisée en relevé de solde. Je ne m'étais jamais senti aussi riche ni aussi sale de toute ma vie. Julia est rentrée ce soir-là, rayonnante d'une satisfaction qui n'avait rien à voir avec le travail et tout à voir avec la suite d'hôtel de Vincent Strom. Elle fredonnait en préparant le dîner, m'a embrassé la joue quand elle pensait que je ne faisais pas attention, et agissait généralement comme une femme qui venait de vivre le meilleur après-midi de sa vie. Comment était votre dîner client, ai-je demandé devant un plat chinois à emporter. Productif, a-t-elle dit, sans tout à fait me regarder dans les yeux. Vincent est très impliqué dans ses relations d'affaires. J'ai failli m'étouffer avec ma nouille. On dirait un homme d'affaires dévoué. Oh, il est très dévoué, très minutieux. Elle a souri à un souvenir privé. Il m'emmène au gala de la Fondation Hendrix la semaine prochaine pour le travail. Bien sûr. Bien sûr. Parce que rien ne disait, relations professionnelles, comme un événement caritatif à 5 000 $ le couvert. C'est super, chérie. Je suis fier de toi. Les mots avaient un goût de poison, mais je les ai forcés à sortir avec un sourire. Julia m'a regardé en souriant comme si je venais de lui donner la permission de cambrioler une banque. Mon téléphone a vibré. Un SMS du numéro qu'Evelyne m'avait donné. Demain, 14 h. Starbucks, 5e rue. Venez seul. L'après-midi suivant, je me suis retrouvé assis en face d'un homme qui semblait sorti d'un roman d'espionnage. Trentaine, cheveux noirs, costume coûteux, le genre de visage qu'on oublierait 5 minutes après l'avoir rencontré. Parfait pour quelqu'un de son métier. Appelez-moi David, a-t-il dit, se glissant dans la banquette en face de moi. Je travaille pour Madame Strom. Faisant quoi? Collecte d'informations, documentation, le genre de travail qui demande de la discrétion et de l'attention aux détails. Il a sorti une enveloppe Kraft. Votre première mission. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des photographies,
des documents et un petit appareil qui ressemblait à un croisement entre un stylo et une clé USB. Vincent et votre femme se rencontrent 2 fois par semaine, a expliqué David. Les mardis et les vendredis, généralement à l'hôtel Grandview, parfois à son Pentouse en centre-ville. Nous avons besoin que vous documentiez leur emploi du temps, leurs conversations, tout ce qui pourrait être utile plus tard. Vous voulez que j'espionne ma propre femme. Nous voulons que vous recueilliez des preuves d'une liaison continue qui détruit déjà votre mariage. Il y a une différence. Il a pointé le petit appareil. C'est un stylo enregistreur légal à utiliser chez vous. Et comme vous êtes marié à Julia, votre domicile inclut tout endroit où elle vous emmène. Conversation de dîner, appel téléphonique qu'elle passe en votre présence, tout ce qu'elle dit qui pourrait être pertinent. Pertinent pourquoi? Vincent ne trompe pas seulement sa femme, Monsieur Dyson. Il utilise sa liaison avec Julia pour blanchir de l'argent via son cabinet de relations publiques. Chaque dîner d'affaires qu'ils ont, chaque réunion client, tout cela fait partie d'un jeu de coquilles élaboré. Conçu pour cacher des actifs aux enquêteurs fédéraux. La pièce semble basculer sur le côté. Julia est impliquée dans le blanchiment d'argent? Probablement patiemment. Vincent est trop intelligent pour confier ce genre d'informations à un civil. Mais son cabinet a reçu des paiements pour des services jamais rendus. Et ces paiements sont utilisés pour acheter des actifs auxquels Vincent pourra accéder plus tard. Lorsque les autorités fédérales finiront par l'arrêter. Il affirmera que l'argent appartient à l'entreprise de Julia, pas à lui. Donc, elle est utilisée. Elle est utilisée. Et quand tout cela sera révélé, c'est elle qui en fera les frais tandis que Vincent disparaîtra dans un pays sans extradition avec une nouvelle identité et un compte bancaire suisse. J'ai fixé les photographies. Julia et Vincent dans des restaurants coûteux. Julia et Vincent montant dans sa Porsche. Julia et Vincent se regardant comme s'ils étaient les 2 seules personnes au monde. Que voulez-vous que je fasse? Soyez vous-même. Soyez le mari dévoué. Allez à des événements mondains avec elle. Rencontrez Vincent. Jouez le rôle du conjoint naïf qui est juste heureux que sa femme réussisse. Et documentez tout. Il a fait glisser une carte de visite sur la table. C'est une adresse email sécurisée. Envoyez-nous tout. Photos, enregistrements, emploi du temps, tout ce qui semble pertinent. Nous nous occupons du reste. Et dans 2 mois, Vincent Strom sera arrêté. Ses actifs seront saisis. Et votre femme sera libre de recommencer avec ce qui reste de sa dignité, ce qui, d'après ces photos, n'est pas grand-chose. Ce soir-là, je me suis assis dans mon bureau, regardant les preuves de la trahison de ma femme étalées sur mon bureau. 15 ans de mariage, et on en était là, moi, planifiant de détruire l'homme qu'elle aimait tout en faisant semblant de soutenir sa carrière. Julia a frappé à la porte. Marc, je peux entrer? J'ai rapidement fourré les photos dans un tiroir. Bien sûr. Elle est entrée, vêtue du peignoir en soie que je lui avais acheté pour notre anniversaire l'année dernière, celui qu'elle portait quand elle voulait me séduire. Maintenant, elle le portait probablement parce que Vincent lui avait dit à quel point elle était belle dedans. Je voulais te remercier, dit-elle, se posant sur la coudoir de ma chaise. Pourquoi? Pour ton soutien à mon travail. Je sais que ça a été difficile avec toutes les nuits tardives et les voyages, mais ce compte avec Vincent pourrait vraiment changer les choses pour nous. Changer les choses. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. Je veux juste que tu sois heureuse, ai-je dit. Elle m'a embrassé le dessus de la tête, et un instant, j'ai presque oublié qu'elle me trahissait à chaque respiration. Je t'aime, Marc. Je sais que je ne le dis pas assez, mais c'est vrai. Après son départ, je suis resté seul dans l'obscurité, pensant à l'amour et au mensonge, et à l'étrange arithmétique de la vengeance. Dans 2 mois, je serai plus riche de 100 millions de dollars, et Julia découvrirait que certaines liaisons coûtent plus cher que d'autres. Mais d'abord, j'avais un rôle à jouer. Le mari dévoué, le partenaire compréhensif, l'homme trop stupide pour voir ce qui se passait juste sous son nez. Ce serait la performance de ma vie. 3 semaines après le début de ma nouvelle carrière de cocu professionnel, j'étais devenu un expert de la double vie. Le jour, je jouais le rôle du mari dévoué, soutenant l'avancement de la carrière de Julia et faisant semblant de ne pas remarquer quand elle rentrait à la maison sentant le parfum d'un autre homme. La nuit, je documentais tout, chaque mensonge, chaque réunion secrète,
chaque conversation téléphonique haletante qu'elle pensait que je ne pouvais pas entendre. Le stylo enregistreur était devenu mon compagnon constant. Je le portais partout, capturant la moitié des conversations téléphoniques de Julia, ses réunions avec les associés de Vincent, ses explications de plus en plus élaborées pour justifier pourquoi elle devait encore travailler tard. Vincent veut que je gère personnellement le compte Morrison, a-t-elle dit au petit déjeuner un jeudi matin. Cela pourrait signifier quelques voyages d'une nuit à Chicago. C'est super, chérie. Tu mérites cette reconnaissance. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il n'y avait pas de compte Morrison. David l'avait confirmé. Vincent mettait en place une autre société écran et Julia allait être la façade involontaire d'une opération de blanchiment d'argent qui ferait d'elle une cible fédérale quand tout s'effondrerait. Mon téléphone a vibré. Un SMS de David. Gala Hendrix ce soir. Vous y allez. Le gala de la Fondation Hendrix était le genre d'événement où l'élite de la ville se réunissait pour se féliciter de sa charité tout en déduisant des dîners coûteux de ses impôts. Julia préparait sa tenue depuis des semaines, le traitant comme son entrée dans le monde de la richesse et des privilèges de Vincent. J'aimerais que tu viennes avec moi, a-t-elle dit, ajustant ses boucles d'oreilles devant le miroir de la chambre. Elle portait une robe noire qui coûtait plus que le paiement de ma voiture. Ses cheveux coiffés en un chignon élaboré qui avait nécessité 3 heures au salon. Urgence de travail, ai-je menti. Mais tu vas t'amuser. Prends des photos. Elle m'a embrassé la joue, laissant derrière elle le parfum et la culpabilité. Ne m'attends pas. 30 minutes après son départ, j'étais dans ma propre voiture, la suivant jusqu'à l'hôtel Grandview où Vincent devait venir la chercher. J'ai regardé d'en face alors qu'elle montait dans sa Porsche, je l'ai vu lui embrasser la main comme s'il jouait dans un film romantique au lieu de commettre un adultère au grand jour. Le gala se tenait au Riverside Country Club, un monument tentaculaire à l'argent ancien et aux préjugés plus anciens encore. Je suis arrivé 1 heure après Julia, portant mon meilleur costume et une carte de presse que David m'avait procurée. Selon mes accréditations, j'étais un photographe indépendant couvrant l'événement pour un magazine de style de vie local. La salle de bal était remplie de gens qui mesuraient leur valeur en zéro et leur importance en déduction fiscale. Je me déplaçais dans la foule avec mon appareil photo, prenant des photos des riches et des puissants tout en cherchant ma femme et son amant. Je les ai trouvés à une table près de l'avant, assis avec 6 autres couples qui semblaient sortis d'un catalogue de country club. Vincent avait la main sur le dos de Julia, un geste possessif qui me faisait bouillir le sang. Elle riait de quelque chose qu'il avait dit, son visage rayonnant d'un bonheur que je n'avais pas vu chez elle depuis des années. « Excusez-moi », ai-je dit en m'approchant de leur table avec mon appareil photo levé. « Pourrais-je prendre une photo pour le magazine ?» Vincent avait l'air agacé, mais Julia rayonnait. « Bien sûr. » Ils ont posé comme un couple, le bras de Vincent autour de la taille de Julia, tous deux souriant comme s'ils avaient tout le droit d'être ensemble. J'ai pris une 12aine de photos, chacune plus accablante que la précédente. Beau couple, ai-je dit en abaissant mon appareil photo. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Oh, nous ne sommes pas, a commencé Julia. Mais Vincent l'a interrompu. Nous sommes partenaires commerciaux, a-t-il dit doucement. Julia gère toutes mes relations publiques. Heureux homme, ai-je dit. Elle est évidemment très talentueuse. Très, a acquiescé Vincent, sa main descendant plus bas sur le dos de Julia. J'ai passé le reste de la soirée à documenter leur liaison en temps réel. La façon dont Vincent murmurait à l'oreille de Julia pendant les discours. La façon dont elle lui touchait le bras quand elle riait. La façon dont ils se regardaient comme s'ils étaient les 2 seules personnes dans la pièce. Pendant la vente aux enchères silencieuses, j'ai regardé Vincent enchérir $50 000 pour un week-end dans la Napa Valley, puis se pencher pour murmurer quelque chose à Julia qui la fit rougir. Elle hocha la tête et il lui serra la main. Une escapade romantique achetée devant 300 témoins avec de l'argent qui appartenait probablement à des fonds de pension et des comptes de retraite. L'arrogance était époustouflante. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Parking, niveau B, 5 minutes. Je me suis dirigé vers le parking, me demandant si David avait d'autres instructions pour moi. Au lieu de cela, j'ai trouvé Evelyn Strom, debout à côté de sa Mercedes, fumant une cigarette et observant l'entrée de l'hôtel via les caméras de sécurité du garage sur son téléphone. « Vous appréciez le spectacle ?» demanda-t-elle sans me regarder. « C'est instructif. » Vincent devient négligent. Il y a 6 mois, il n'aurait jamais été aussi public avec une maîtresse.
Mais Julia le fait se sentir jeune à nouveau. Les hommes de son âge feront des choses stupides pour ce sentiment. C'est pour ça que vous l'avez épousé. Elle a ri. Un son comme du verre brisé. J'ai épousé Vincent parce que mon père devait de l'argent à son père et que le mariage était moins cher que la faillite. 22 ans à jouer l'épouse dévouée pendant qu'il se tapait la moitié du registre social de la ville. Pourquoi ne l'avez-vous pas divorcé il y a des années? Parce que le divorce signifie le partage des biens. Et Vincent a été très attentif à s'assurer que la majeure partie de notre richesse soit techniquement la sienne seule. Mais quand il ira en prison, tout sera saisi par le gouvernement. Et quand cela arrivera, je serai la veuve en deuil qui coopère pleinement à l'enquête en échange de l'immunité et d'une généreuse allocation de protection des témoins. Elle a laissé tomber sa cigarette et l'a écrasée sous son talon. Comment Julia gère-t-elle le stress de sa double vie? Elle semble en profiter. Ils le font toujours au début. L'excitation, le danger, le sentiment d'être assez spécial pour tenter un homme puissant de quitter sa femme. Mais cela ne dure jamais. Vincent se lassera d'elle, tout comme il s'est lassé de toutes les autres. Que lui arrive-t-il quand tout cela sera fini? Cela dépend de ce qu'elle sait et de sa volonté de coopérer. Si elle est intelligente, elle affirmera avoir été manipulée et se jettera sur la clémence du tribunal. Si elle est têtue, elle tombera avec Vincent. Evelyne est montée dans sa voiture, puis a baissé la vitre. Encore un mois, Marc, puis vous recevez votre argent, et Julia découvre ce que la loyauté vaut vraiment. J'ai conduit jusqu'à la maison à travers des rues vides, pensant à la loyauté et à la trahison et à l'étrange arithmétique du mariage. Julia était probablement dans la suite d'hôtel de Vincent en ce moment, faisant l'amour à un homme qui l'utilisait comme un pion dans un jeu auquel elle ne savait même pas qu'elle jouait. Dans un mois, elle perdrait tout. Son amant, son travail, sa liberté, peut-être le respect de sa fille, et je serais plus riche de 100 millions de dollars. J'aurais dû me sentir coupable. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de beaucoup plus dangereux. Je me suis senti puissant. Le jeu était presque terminé. Et pour la première fois en 15 ans, je gagnais. À 4 semaines de la fin de notre pacte avec le diable, tout a commencé à s'accélérer. La liaison de Julia est devenue plus effrontée, les affaires de Vincent plus désespérées et mon compte bancaire plus obscène. Evelyne avait tenu sa promesse. 20 millions de dollars supplémentaires sont apparus sur mon compte, portant mon total à 30 millions, avec 70 millions de plus à venir. Je n'avais jamais imaginé ce que c'était d'être riche. Vraiment riche. Pas seulement à l'aise ou bien nanti. C'était enivrant et terrifiant à la fois. Julia prévoyait de me quitter. J'avais trouvé les preuves cachées dans son ordinateur portable, des annonces d'appartements à Chicago, des candidatures dans des cabinets de relations publiques spécialisés dans les clients fortunés, et le plus accablant de tout. Une lettre à Emma expliquant pourquoi maman avait besoin de suivre son cœur, même si cela signifiait laisser papa derrière elle. Elle allait s'enfuir avec Vincent, me laissant expliquer à notre fille pourquoi sa mère avait choisi l'argent et l'excitation plutôt que la famille et la stabilité. La lettre était datée du mois suivant, juste au moment où le plan d'Evelyne était censé atteindre son point culminant. « J'ai besoin de te parler de quelque chose, » dit Emma, me coinçant dans la cuisine un samedi matin. À 17 ans, elle avait la beauté de Julia et mon entêtement. Une combinaison qui la rendait presque impossible à duper. Qu'y a-t-il, ma puce? Maman a une liaison. Les mots m'ont frappé comme un coup physique, même si je vivais avec cette information depuis des semaines. L'entendre de ma fille rendait cela en quelque sorte plus réel, plus dévastateur. Emma, ne me mens pas, papa. Je ne suis pas stupide. Elle rentre à la maison sentant le parfum coûteux. Elle envoie toujours des messages à quelqu'un quand elle pense que nous ne regardons pas. Et hier? Je l'ai vue acheter de la lingerie chez Victoria's Secret. Une lingerie qu'elle ne porte définitivement pas pour toi. Je me suis lourdement assis à la table de la cuisine. Depuis combien de temps le sais-tu? Quelques mois. J'espérais que tu le comprendrais et que tu ferais quelque chose, mais tu as agi comme si tout était normal. Elle s'est assise en face de moi, ses yeux brillants de larmes non versées. Vous allez divorcer? C'est compliqué. Ce n'est pas une réponse. J'ai regardé ma fille, intelligente, belle, innocente malgré sa sagesse de la rue, et j'ai pris une décision qui me hanterait pour le reste de ma vie. Oui, ai-je dit. Nous allons divorcer, mais pas encore.
J'ai besoin que tu me fasses confiance encore quelques semaines. Peux-tu faire ça? Qu'est-ce que tu prévois? La justice. Emma a étudié mon visage pendant un long moment. Bien, a-t-elle dit finalement. Maman se croit si intelligente, mais elle n'est pas aussi prudente qu'elle le pense. Le gars avec qui elle te trompe, son nom est Vincent, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Il est marié aussi. Je l'ai cherché en ligne. Sa femme est pleine aux as. Genre vraiment pleine aux as. Vieille fortune, conseil de fondation, le tout. Est-ce qu'elle sait pour maman? Oui. Et elle n'est pas contente. Emma a souri, et un instant, elle ressemblait exactement à Julia. Belle, calculatrice et légèrement dangereuse. Ça va être amusant à regarder. La semaine suivante a été riche en activités. Vincent liquidait des actifs, déplaçant de l'argent via l'entreprise de Julia en quantité de plus en plus importante. Selon David, les fédéraux approchaient. Assez près pour que Vincent commence à paniquer. Il compte s'enfuir, m'a dit David lors d'une de nos réunions café. La semaine prochaine, peut-être la semaine d'après. Il a acheté de la crypto-monnaie intraçable, ouvert des comptes aux îles Caïmans, tout le manuel du milliardaire fugitif. Et Julia? Il lui a promis de l'emmener avec lui. Nouvelles identités, nouvelle vie, une maison de plage dans un pays qui n'extrade pas vers les États-Unis. Elle pense qu'elle va vivre au paradis avec son riche amant. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Vincent Strom ne partage pas. Quand il s'enfuira. Il s'enfuira seul, et Julia sera laissée derrière pour faire face à des accusations fédérales de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale et de complot. Elle ira en prison et il sirotera des cocktails sur une plage quelque part, riant de la stupide américaine qui pensait qu'elle était spéciale. Ce soir-là, Julia est rentrée à la maison avec du champagne et de la nourriture thaïlandaise de notre restaurant préféré. Elle rayonnait d'excitation, sautillant dans la cuisine comme une adolescente avec un secret. Nous devons fêter ça, a-t-elle annoncé en faisant sauter le bouchon. Que fêtons-nous? J'ai eu une promotion. Vincent fait de moi une partenaire à part entière dans sa nouvelle entreprise. Nous ouvrons un bureau à Chicago et je vais diriger toute l'opération. Elle a versé 2 verres de champagne et m'en a tendu un. Au nouveau départ, a-t-elle dit en levant son verre. Au nouveau départ, ai-je répété, pensant aux 70 millions de dollars qui seraient sur mon compte dans 2 semaines. Nous avons trinqué et Julia a vidé son verre d'un trait. Marc, j'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Mon cœur s'est arrêté. D'accord. Si je devais voyager pour le travail, je veux dire vraiment voyager, comme déménager pendant 1 an ou 2. Serais-tu prêt à déménager avec moi? Tu pourrais travailler à distance. Emma pourrait finir le lycée n'importe où et ce serait une telle aventure pour notre famille. Elle me demandait de l'aider à disparaître avec son amant. L'audace était à couper le souffle. Où irions-nous, ai-je demandé. Chicago pour commencer. Mais Vincent a des relations partout dans le monde. Nous pourrions vivre n'importe où. Paris, Londres, peut-être quelque part sous les tropiques. Ne serait-ce pas incroyable? Ça a l'air trop beau pour être vrai. Parfois, les meilleures choses de la vie semblent l'être. Elle s'est rapprochée, me passant les bras autour du cou. Je sais que j'ai été distante ces derniers temps, à travailler tellement, mais cette opportunité pourrait tout changer pour nous. Nous pourrions être riches, Marc. Vraiment riches. Nous pourrions avoir la vie dont nous avons toujours rêvé. J'ai plongé mes yeux dans les siens, ces mêmes yeux verts dont j'étais tombé amoureux il y a 20 ans, et je n'ai vu que cupidité et auto-tromperie. Elle croyait réellement que Vincent allait s'occuper de nous, que sa liaison allait d'une manière ou d'une autre profiter à notre famille. Je t'aime, ai-je dit. Et pour la première fois depuis des mois, ce n'était pas entièrement un mensonge. Je l'aimais. Ou du moins j'aimais la femme qu'elle était avant que Vincent Strom ne lui remplisse la tête de fantasmes de richesse et d'aventure. Je t'aime aussi, a-t-elle murmuré en m'embrassant doucement. Tout va être parfait. Tu verras. Après qu'elle soit allée se coucher, je suis resté dans mon bureau, regardant les photos que David m'avait envoyées cet après-midi-là. Vincent dans une banque aux îles Caïmans. Vincent rencontrant un homme spécialisé dans la création de fausses identités. Vincent achetant un yacht qui était actuellement ancré dans les eaux internationales, prêt à l'emmener n'importe où dans le monde qui n'avait pas de traité d'extradition avec les États-Unis. Dans 2 semaines,
Julia allait découvrir que son riche amant s'était moqué d'elle. Elle allait tout perdre. Son mariage, sa liberté, le respect de sa fille, et très probablement sa santé mentale. Et j'allais être plus riche de 100 millions de dollars. Le compte à rebours avait commencé. La fin est arrivée un mardi matin, exactement 8 semaines après qu'Evelyn Strom soit entrée dans ma vie avec sa proposition impossible. Je buvais du café dans ma cuisine, du café frais, parce que j'avais recommencé à en faire moi-même quand la nouvelle est tombée. Des agents fédéraux ont arrêté ce matin le proéminent gestionnaire de fonds spéculatifs Vincent Strom, accusé de blanchiment d'argent, de fraude sur les valeurs mobilières et de complot, a annoncé le journaliste sur mon écran de télévision. Strom, dont le fonds gérait plus de 2 milliards de dollars d'actifs, est accusé d'avoir orchestré un stratagème élaboré pour cacher l'argent des investisseurs aux régulateurs fédéraux. L'écran montrait des images de Vincent emmené menotté, ses cheveux parfaitement coiffés en bataille, son costume coûteux froissé après avoir passé la nuit dans une cellule de détention fédérale. Il avait l'air plus petit, diminué, comme un ballon dégonflé dans un costume à 1000 dollars. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. D'abord Emma appelant de l'école, puis Deshawn, qui avait suivi l'histoire grâce à ses contacts dans les forces de l'ordre. Puis David avec un simple message, c'est fait. Vérifiez votre compte. J'ai ouvert mon application bancaire avec des doigts tremblants. Le nombre qui est apparu sur mon écran était si grand qu'il ne semblait pas réel. 100 millions de dollars, 100 millions de dollars, exactement comme Evelyn l'avait promis. J'étais riche. Plus riche que je n'aurais jamais rêvé. Assez riche pour disparaître, pour recommencer n'importe où dans le monde, pour donner à Emma un avenir sans prêts étudiants ni stress financier. Julia n'est pas rentrée cette nuit-là, ni la nuit suivante. Le jeudi, Emma a trouvé la lettre que Julia avait écrite, expliquant sa décision de suivre son cœur et de commencer une nouvelle vie avec Vincent. La lettre était datée de 3 jours plus tôt, avant l'arrestation de Vincent, quand Julia croyait encore qu'elle allait partir au soleil couchant avec son riche amant. Elle allait vraiment nous quitter, a dit Emma, tenant la lettre de ses mains tremblantes. Elle allait abandonner sa propre fille pour un riche qu'elle connaissait à peine. Je suis désolé, ma puce. Non. Je ne le suis pas, Emma a froissé la lettre et l'a jetée à la poubelle. Elle a fait son choix. Maintenant, elle doit vivre avec. Julia est finalement rentrée le vendredi soir, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une semaine. Ses cheveux étaient non lavés, ses vêtements froissés, ses yeux rouges d'avoir pleuré. Elle m'a trouvé dans le salon, lisant un livre et faisant semblant d'être surpris par son apparition. Marc, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Nous devons parler. Je m'en doutais. Elle s'est assise en face de moi, ses mains tordues sur ses genoux comme des oiseaux brisés. Tu sais pour Vincent? Je sais qu'il a été arrêté pour crime financier. Je sais que ses actifs ont été saisis. Je sais que le FBI enquête sur tous ceux qui ont fait affaire avec lui. J'ai fermé mon livre et je l'ai regardé directement. Je sais pour l'aventure, Julia. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Depuis combien de temps le sais-tu? Assez longtemps. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Ça a commencé comme du travail et puis c'est devenu quelque chose de plus et Vincent a dit que nous pourrions avoir une vie ensemble, qu'il pourrait prendre soin de nous. Nous. J'ai ri, un son sans humour. Vincent prévoyait de disparaître dans un pays sans extradition avec une nouvelle identité et un compte bancaire suisse. Tu n'as jamais fait partie de son plan d'évasion, Julia. Tu n'étais qu'un moyen commode de blanchir de l'argent via ton cabinet de relations publiques. Son visage est devenu blanc. Ce n'est pas vrai. Ton entreprise a reçu plus de 3 millions de dollars ces 2 derniers mois pour des services que tu n'as jamais fournis. Cet argent est parti maintenant, saisi par le gouvernement fédéral avec tout le reste de ce que Vincent possédait. Et puisque ton nom est sur tous les contrats, tu vas probablement être inculpé en tant que complice. Je ne savais pas, a-t-elle murmuré. Je jure devant Dieu, Marc, je ne savais pas pour le blanchiment d'argent. Je pensais qu'il m'aimait. Peut-être qu'il t'aimait, à sa manière égoïste. Mais l'amour ne signifie pas grand-chose quand on risque une peine de prison fédérale. Julia a commencé à pleurer alors. Des sanglots qui secouaient tout son corps. Qu'est-ce que je vais faire? Mon travail est perdu. Ma réputation est ruinée. Le FBI veut m'interroger sur des transactions que je ne comprends même pas. J'ai tout perdu. Pas tout, ai-je dit doucement. Tu as toujours ta famille.
Elle m'a levé les yeux avec quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Tu veux dire qu'après tout ce que j'ai fait, tu voudrais encore, non, ai-je dit. Je voulais dire que tu as toujours aimé. Quant à moi, j'ai demandé le divorce hier matin. L'espoir a disparu dans ses yeux, remplacé par quelque chose de plus dur et de plus désespéré. Tu ne peux pas me faire ça, Marc. Pas maintenant. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de nous. Nous pouvons nous en sortir. Allons en thérapie. Recommençons comme tu voulais recommencer avec Vincent à Chicago, ou peut-être à Paris quelque part sous les tropiques. Elle m'a regardé sous le choc. Tu savais aussi pour ça? Je savais tout, Julia. Chaque mensonge, chaque réunion secrète, chaque plan que tu as fait pour abandonner ta famille pour un homme qui t'utilisait comme un pion dans une entreprise criminelle. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la rue de banlieue où nous avions construit notre vie ensemble. Les papiers du divorce sont sur la table de la cuisine. Je garde la maison, les voitures et la garde exclusive d'Emma. Tu peux avoir ce qui reste après que le gouvernement fédéral ait fini de saisir les actifs de ton entreprise. C'est une question de vengeance, a-t-elle dit, sa voix devenant laide. Tu me punis parce que ton ego ne supporte pas d'être laissé pour un homme meilleur. Je me suis retourné vers elle et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Vraiment souri. Tu as raison, ai-je dit. C'est une question de vengeance, mais pas du genre que tu penses. Je suis allé dans mon bureau et je suis revenu avec une enveloppe Kraft. À l'intérieur se trouvaient des copies de toutes les preuves que j'avais recueillies au cours des 2 derniers mois. Photos, enregistrements, documents financiers, tout ce qui prouvait la liaison de Julia et les activités criminelles de Vincent. J'ai travaillé avec les enquêteurs fédéraux pendant 8 semaines, ai-je dit en étalant les documents sur la table basse. Chaque réunion secrète, chaque dîner romantique, chaque transaction illégale, j'ai tout documenté. Le visage de Julia a traversé une série d'expressions, confusion, incrédulité, et finalement une compréhension horrifiée. Tu m'as piégé, a-t-elle murmuré. J'ai piégé Vincent. Tu t'es juste retrouvé prise entre deux feux parce que tu as choisi de trahir ta famille pour un criminel. Le FBI ne croira jamais que je ne savais pas pour le blanchiment d'argent. Pas avec toutes ces preuves montrant à quel point Vincent et moi étions proches. C'est probablement vrai, ai-je acquiescé. Mais si tu coopères pleinement, si tu témoignes contre Vincent et les aides à récupérer l'argent volé, tu pourrais éviter la prison. Pourrais. Julia a fixé les preuves de sa propre destruction, son visage parcouru par les émotions comme une machine à sous-casser. Pourquoi, a-t-elle finalement demandé. Pourquoi m'as-tu fait ça? Parce que 15 ans de mariage auraient dû signifier quelque chose. Parce que notre fille méritait une mère qui ne l'abandonnerait pas pour de l'argent. Parce que Vincent Strom devait apprendre que certaines personnes ne peuvent pas être achetées, intimidées ou rejetées quand elles deviennent gênantes. J'ai ramassé les documents et les ai remis dans l'enveloppe. Et parce que sa femme m'a offert 100 millions de dollars pour l'aider à le détruire. Le chiffre a frappé Julia comme un coup physique. 100 millions de dollars? Oui, c'est déjà sur mon compte avec des preuves que Vincent prévoyait de disparaître sans toi. Evelyn Strom n'aime pas que les gens volent son mari, même temporairement. Julia est restée dans un silence abasourdi pendant plusieurs minutes, traitant l'ampleur de sa situation. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine audible. Alors, tu es riche maintenant, et je vais en prison. Tu pourrais aller en prison. Cela dépend de ton utilité pour le FBI et de la clémence que le juge décidera de montrer à une femme qui s'est laissée séduire par la richesse et le pouvoir. Et Emma? Emma sait tout. Elle connaissait votre liaison depuis des mois. Elle est dégoûtée par tes choix, mais elle reste ta fille. Si tu purges ta peine, si tu reconstruis ta vie, si tu prouves que tu es digne de pardon, peut-être qu'un jour elle te donnera une autre chance. Julia s'est levée lentement, se déplaçant comme une vieille femme. J'ai besoin de faire mes valises. Le FBI voudra probablement fouiller la maison. Ils l'ont déjà fait. Hier, pendant que tu te cachais de la réalité, ils n'ont rien trouvé d'intéressant ici. Toutes les preuves étaient dans ton bureau et les ordinateurs de Vincent. Elle a marché vers les escaliers, puis s'est arrêtée et s'est retournée vers moi. M'as-tu jamais aimé, Marc? Vraiment aimé? Oui, ai-je dit. Je t'ai aimé assez pour rester marié à une femme qui prévoyait de m'abandonner. Je t'ai aimé assez pour te donner une chance de te confesser avant que le FBI ne referme son filet.
Je t'ai aimé assez pour m'assurer qu'Emma serait en sécurité financière, quoi qu'il t'arrive. Mais pas assez pour me pardonner. Le pardon est pour les gens qui regrettent ce qu'ils ont fait, pas pour ceux qui regrettent de s'être fait prendre. Après le départ de Julia, je me suis assis seul dans mon salon, entouré des débris de mon mariage et de la promesse de mon avenir. 100 millions de dollars achèteraient beaucoup de choses. Sécurité, liberté, opportunité, vengeance. Mais cela ne pouvait pas racheter 15 ans de mariage avec une femme qui avait tout jeté pour un fantasme de richesse et d'excitation. Emma est rentrée 1 heure plus tard, a jeté un coup d'œil à mon visage et a su que c'était fini. Elle est vraiment partie, a-t-elle demandé. Elle est vraiment partie. Tant mieux, a dit Emma, s'asseyant à côté de moi. On est mieux sans elle. Peut-être que nous l'étions. Peut-être que c'était ça la justice. Les coupables punis, les innocents protégés, et les trahis fins et définitivement victorieux. Ou peut-être que ce n'était que de la vengeance, déguisée en paperasse légale et en virement bancaire, satisfaisante et vide à parts égales. Quoi qu'il en soit, c'était terminé. Vincent Strom était sous la garde fédérale, faisant face à des décennies de prison. Julia était sur le point de découvrir ce que la loyauté valait vraiment. Evelyn avait sa vengeance et sa liberté, et moi j'avais 100 millions de dollars et le reste de ma vie pour savoir quoi en faire. Le jeu était terminé. J'avais gagné.